Alors, bonjour à tout le monde. On attend quelques minutes que les participants qui ont prévu de se connecter le temps de le faire. On est déjà assez nombreux, donc bienvenue à tous et à toutes. On est très heureux de vous rencontrer à travers ce webinaire, de répondre à vos questions concernant ce premier webinaire sur les dialogues de conseil en live design. Alors, peut-être pour démarrer très lentement, très tranquillement, quelques mots de présentation des intervenants. Donc, moi, je suis Valérie Cohen-Scali, je suis professeure de psychologie de l'orientation au CNAM. Donc, je vais essentiellement voilà, faire la présentation du webinaire, organiser un petit peu les échanges. Donc, je suis aussi secrétaire de l'AFOLD, puisque c'est l'AFOLD, l'Association internationale francophone pour le développement de la recherche et de la formation en intervention d'accompagnement en live design qui organise ce webinaire. Donc, moi, je suis secrétaire de l'AFOLD. Alors, les participants donc, à ce webinaire seront donc Jean Guichard, un professeur émérite au CNAM, INETOP, et président de l'AFOLD, qui va introduire d'abord, dans un premier temps, les dialogues de conseil en live design. Ensuite, Marilyn Robinet, qui est enseignante au CNAM et qui est trésorière de l'AFOLD, qui va présenter des illustrations issues de sa pratique, voilà, concernant des exemples de ces dialogues de conseil en live design. Puis Jacques Pouillot, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, qui est lui vice-président de l'AFOLD, va décrire en fait les processus psychologiques qui sont mobilisés dans les dialogues de conseil en live design. Et enfin, Marceline Bangali, qui est professeure à l'Université Laval à Québec et vice-présidente de l'AFOLD, et qui va vous présenter d'abord l'association, le site qu'on a créé, et puis identifier les principales questions que vous poserez tout au long de ce webinaire. Donc, peut-être, je vais peut-être démarrer. Je vois qu'il y a quand même pas mal de participants, donc je pense qu'on peut peut-être commencer. Alors moi, je vais juste faire une petite introduction très courte pour présenter ce qu'on appelle le live design. Cette approche live design, donc je voudrais juste commencer en donnant quels sont les principaux éléments qui composent cette approche dans le domaine de l'orientation. Donc, cette approche part d'un principe essentiel qui est que l'identité des individus est un aspect essentiel de leur adaptation à l'environnement. Donc, selon ce principe, on considère les personnes comme avant tout autrices de leur vie, devant développer leurs capacités et pas seulement être limitées à réagir à des changements de leur environnement. Une autre idée de cette approche est que l'orientation n'est pas seulement une question de choix de métier, mais correspond au fait de réfléchir à ce que chacun veut faire de sa vie en général, et donc ça implique de sortir de la perspective de l'orientation comme simplement l'intégration dans le monde du travail pour l'envisager comme une activité que les individus ont à conduire à différents moments tout au long de leur vie, et avec pour finalité la réalisation de soi, prenant en compte les besoins d'autrui, mais également les ressources limitées de la planète. Alors, pour les personnes qui connaissent un petit peu ces approches, il y a deux grands ensembles d'interventions qui existent dans le cadre du live design. D'une part, l'entretien de construction de carrière qui a été développé par Marc Savikas, et les dialogues de conseil en live design qui ont été principalement développés par Jean Guichard et dont nous allons parler maintenant. Alors, pour ces deux méthodes, la réflexivité produite grâce aux entretiens de conseil en live design à propos des interactions sociales et des expériences de vie permettent des réorganisations identitaires qui sont indispensables au mode de vie actuel. Voilà rapidement brossé les principaux éléments qui constituent cette approche de live design. Alors, maintenant, je vais passer peut-être la parole à Jean Guichard pour qu'il nous définisse finalement en quelques mots
quelles sont les principales caractéristiques de cette approche, de cette méthode en fait des dialogues de conseil en live design? Merci Valérie pour cette introduction et bonjour et bienvenue à tous les participants et à toutes les participantes. Donc, je pourrais dire en une phrase qu'un dialogue de conseil en live design, c'est un entretien entre une personne et un conseiller. L'objectif de cet entretien est d'aider la personne à préciser des perspectives d'avenir qui donnent sens à sa vie active. Alors, dans la définition que je viens de donner, il y a 3 mots qui sont importants: dialogue et vie active. Il s'agit d'un dialogue. Un dialogue qui porte sur les différentes expériences, les différents événements qui ont marqué la vie de la personne. Et au cours de ce dialogue, le rôle du conseiller ou de la conseillère va être d'aider la personne à construire un récit relatif aux perspectives d'avenir que ces expériences et événements sont susceptibles d'évoquer. Donc un dialogue qui porte sur la vie active. Le but a pour but d'aider la personne à donner une direction à sa vie active. Autrement dit, et ça c'est un point important, le dialogue ne porte pas spécifiquement sur la vie professionnelle. Vie active n'est pas synonyme de vie professionnelle, c'est-à-dire que le parcours professionnel n'est qu'un élément, un sous-ensemble de la vie active. Donc, l'objectif du dialogue de conseil en live design, c'est d'aider la personne à préciser des perspectives d'avenir qui donnent sens à ses activités dans les différents domaines qui constituent sa vie active. Il peut donc s'agir d'activités familiales, personnelles, associatives, citoyennes, religieuses, amicales, sportives, professionnelles, de loisirs, etc. Par conséquent, dans le dialogue de conseil en live design, on va d'abord demander à la personne de réfléchir aux différents domaines de sa vie active et de préciser ceux qui comptent le plus à ses yeux. Il peut s'agir de domaines de sa vie active présente, passée, ou même de la vie active qu'elle aimerait mener dans le futur. Puis, on va lui demander à cette personne de parler d'elle dans chacun des domaines qu'elle juge être les plus importants dans sa vie active. La personne va être ainsi amenée à construire un récit à propos d'elle-même dans un domaine considéré. Ce point est important, un récit dans un domaine considéré. Qui fait-elle? Comment le fait-elle? Avec qui interagit-elle? Qu'est-ce qui importe pour elle dans ce domaine? Qu'espère-t-elle y réaliser? Est-ce qu'elle s'identifie à un personnage qui a réussi dans ce domaine, etc. Et puis, on va passer ensuite à un autre domaine que la personne juge aussi important dans sa vie active. Elle construit à nouveau un récit à propos d'elle-même dans ce domaine, et ainsi de suite. Le point important des récits que va faire la personne, c'est qu'elle les adresse à un conseiller ou à une conseillère, c'est-à-dire à un inconnu dont la mission exclusive est de l'aider à réfléchir à sa future vie active. Autrement dit, le dispositif est tel que la personne doit élaborer des descriptions d'elle-même dans ses différents domaines de vie active, des descriptions qui sont adressées à un individu dont elle ne sait rien, si ce n'est qu'il est là pour l'aider qu'il l'écoute, cet individu l'écoute dans l'intention de l'aider à y repérer ses attentes relatives à sa future vie active. De ce fait, ce que la personne dit, ce qu'elle énonce à voix haute, s'accompagne d'un dialogue interne, c'est-à-dire ce qu'elle se dit à elle-même. C'est-à-dire la personne, en se lançant dans ses descriptions, se dit « qu'est-ce que cet inconnu entend concernant mon futur dans ce que je suis en train de lui raconter ?» La personne rapporte ainsi les expériences et les événements qu'elle narre en s'interrogeant sur le sens qu'ils sont susceptibles d'indiquer relativement à sa vie future. Elle s'interroge sur leur sens, c'est-à-dire à la fois sur leur signification et sur la direction qu'ils peuvent donner à sa future vie active. Autrement dit, dans le dialogue de conseil en live design, on ne considère pas le passé et le présent avec nostalgie. La personne n'est pas à la recherche du temps perdu. Au contraire, la personne va se rapporter à ses expériences passées et présentes
du point de vue qu'elles sont susceptibles de signifier en termes d'attentes relatives à son avenir. On pourrait donc dire que dans le dialogue de conseil en life design, la personne est à la recherche du temps espéré. En se décrivant successivement dans plusieurs domaines de sa vie active, la personne prend progressivement conscience des relations que ces différents domaines entretiennent entre eux. Est-ce que dans l'un de ces domaines, il y a des attentes majeures? Comment ces différents domaines se combinent-ils entre eux? Est-ce que les attentes dans l'un de ces domaines sont compatibles avec celles dans d'autres domaines? Au cours du dialogue, le seul rôle du conseiller ou de la conseillère est de soutenir les narrations de la personne. Autrement dit, il ou elle va aménager la situation de la manière qu'il ou qu'elle juge la plus judicieuse pour interagir avec la personne considérée. Ça veut dire que le conseiller ou la conseillère va utiliser toutes les techniques des entretiens non directifs, mais que aussi le conseiller ou la conseillère peut poser des questions, demander des éclaircissements, il peut ou elle peut aussi proposer des synthèses relatives à ce qu'il a entendu ou ce qu'elle a entendu dans le discours de la personne en vue d'ouvrir un débat avec la personne. On peut donc dire que ce qui différencie le dialogue de conseil en life design par rapport à d'autres types d'entretien de conseil, c'est que l'on demande à la personne de se décrire dans les différents contextes d'action et d'interaction qui comptent pour elle. On ne lui demande pas de se rapporter à elle-même de manière globale, c'est-à-dire de dire d'une manière générale « je m'intéresse à ci, à cela, je ne me vois pas faire ceci, j'espère cela ». On lui demande de parler d'elle dans chacun des différents domaines importants de sa vie, active, présente, passée ou espérée dans le futur. Et si on procède ainsi, c'est parce que les dialogues de conseil en life design se fondent sur une synthèse de recherche en sociologie et psychologie. Ces recherches récentes, disons de ces 2 ou 3 dernières décennies, montrent que dans des sociétés complexes et hautement différenciées comme les nôtres, une personne n'est généralement pas identique à elle-même dans les différents domaines formant sa vie active. Une personne n'agit pas, n'interagit pas, ne se rapporte pas elle-même aux autres, etc., de la même manière au travail, en famille, dans une association, etc. Une même personne peut se conduire à agir, interagir, se rapporter à soi, aux autres, au monde, de manière fort différente en passant d'un contexte à un autre. On peut résumer tout ça en une phrase en disant que dans nos sociétés hautement différenciées, la personne est plurielle. En même temps, cette personne plurielle cherche à donner une cohérence à ces différentes manières d'être soi, des manières d'être soi qui de fait ne sont généralement pas sans lien les unes avec les autres, sauf si on est complètement schizophrène et coupé d'avec soi-même. La personne cherche donc à unifier ces différentes expériences, ces diverses attentes, du point de vue de certaines espérances relatives à son avenir. Pour cela, la personne produit un récit sur elle-même, un récit qui situe ces diverses attentes, ces diverses expériences, ces divers événements qui ont marqué sa vie, les uns par rapport aux autres, en interprétant chacun du point de vue d'une ou plusieurs perspectives futures qu'elle formule à l'occasion de cette mise en récit. On peut donc dire que les dialogues de conseil en life design ont pour but d'aider les personnes à construire un tel récit de soi, un récit qui se fonde sur l'idée que ce qui donne unité, sens, direction à la vie active d'une personne, c'est celui ou celle qu'il ou qu'elle désire être. On pourrait résumer ça par un slogan. Je, c'est celui ou celle que je désire être. C'est là-dessus qu'on travaille au cours des dialogues de conseil en life design. Voilà ce que je peux dire, Valérie, pour introduire brièvement notre affaire. Merci, merci beaucoup Jean. Alors, les participants, bien sûr, pourront poser leurs questions, mais je propose qu'on avance un petit peu. Alors Jean, tu as évoqué les nombreuses recherches sur lesquelles se base la méthode. C'est vrai les personnes qui ont pu lire les articles qui ont été écrits sur cette méthode savent qu'il y a derrière cette méthode des concepts précis autour des questions d'identité, d'activité, etc. Et
on a prévu dans ce webinaire d'éclairer aussi cette question. Et donc, je propose à Jacques peut-être de prendre la parole maintenant pour expliquer finalement quels sont les fondements théoriques un petit peu de cette méthode, sur quoi ça s'appuie, comment ça fonctionne, comment ces processus psychologiques sont mobilisés, notamment les processus identitaires. Je te passe la parole, Jacques. Je crois que tu as un PowerPoint Oui, à d'accord. présenter. Merci Valérie. Oui, je vais partager mon écran pour vous parler de ça. J'espère que c'est lisible pour vous. Voilà, si ça a apparu. Donc, en effet, donc, je vais essayer de présenter rapidement les processus psychologiques qui sont en jeu dans ces dialogues et plus particulièrement les processus réflexifs en fait qui sont attendus voilà, dans les dialogues que l'on mène. On a bien vu à travers l'introduction de Jean que la spécificité de ces situations dialogiques, c'est de s'appuyer sur une exploration de ce qu'il a présenté comme étant la vie active des personnes pour pouvoir finalement construire ce qu'on pourrait appeler des formes d'alternatives ou des formes alternatives d'engagement de soi dans cette vie active. Donc ces formes alternatives, on les a nommées enfin, dans la théorie que Jean a proposée aux alentours des années 2000, les formes identitaires subjectives. Et donc ces dialogues, ce sont des temps d'entretien, des temps qui ont un caractère inédit, inhabituel aussi pour les personnes, et qui sont des temps qu'on pourrait appeler de revisite de cette vie active, dans laquelle on revisite cette vie active et on essaye de revisiter les différents engagements identitaires de la personne. Donc ce que je vous propose de voir, c'est d'essayer de comprendre comment on conceptualise un petit peu cette revisite et la manière dont on l'accompagne dans le cadre des entretiens. Alors, juste pour commencer par une illustration, pour essayer d'expliquer ça, je vais partir d'un document que vous voyez là, qui est un peu lointain, donc vous ne voyez pas forcément ce qu'il y a écrit dessus, mais c'est le document qui est finalement l'élaboration qui a été co-construite lors d'une série de dialogues avec un jeune homme qui s'appelle Marc. Et donc, c'est la formalisation finalement qu'on a obtenue, la représentation de ce travail de revisite dont je parle, qui a été élaboré au cours de ces dialogues. Donc, c'est un peu le point d'arrivée en fait du travail que l'on mène avec la personne, mais c'est aussi un outil de reconstruction, un outil de réflexion, un outil d'élaboration susceptible de réfléchir aussi comme un support de réengagement de la personne dans cette vie active revisitée dont je parle. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette feuille-là? C'est ce que j'utilise pour faire pour faire ces situations de dialogue. Donc, une grande feuille de paperboard, donc c'est pas grand-chose, et puis des post-it. Et puis, à partir de la demande de la personne, on commence par explorer la sphère de vie qui est concernée par qui est plus centralement concernée par la problématique de la personne. Donc là, vous voyez, il y a un post-it au milieu où il y a travail. Et puis, autour de ce post-it, on commence à noter des mots-clés, des expressions, des sentiments, enfin des choses qui apparaissent dans l'entretien, enfin dans le dialogue plutôt, et qu'on commence à noter autour. Et puis ensuite, on passe à une autre sphère de vie, etc. Donc là, vous voyez, il y a le théâtre. Enfin, vous ne voyez peut-être pas, mais je vous dis, il y a le théâtre d'un côté, il y a les scouts qui concernent oui, une activité passée, mais qui a de l'importance encore pour cette personne-là aujourd'hui. Et donc, on met comme ça les éléments en forme petit à petit tout au cours du dialogue. Et ce qui se passe, c'est que en même temps qu'on fait ça, eh ben, apparaît pour la personne, chez la personne, dans le dialogue même, des significations, des tensions, hein, ce que j'appelle des tensions, entre ces sphères de vie, des modalités explicatives des relations qui existent entre certains éléments qu'on a pu entourer, etc. Donc, on va noter ça sous forme de traits, sous forme de flèches, sous forme de relations, enfin, faire comme on veut, mais moi je le fais comme ça avec la personne. Et petit à petit apparaît finalement quelque chose de l'ordre d'un système de signification qui est co-construit dans la situation dialogique. Voilà. Et de cette situation de co-construction et d'une signification globale, eh ben, il va émerger à un moment donné
une sorte de, enfin une découverte, hein, je vais revenir un peu dessus après, mais la découverte de quelque chose qui va prendre du sens de manière plus globale et que la personne va découvrir sur elle-même comme une forme de, je ne sais pas si on peut appeler ça un insight, mais en tout cas quelque chose qui ressemble à ça quand on le fait, ça ressemble vraiment à quelque chose qui apparaît d'un seul coup. Le Marc, là, dont je parle, et il exprime ça comme ça, il dit on a construit une toile d'araignée dans laquelle on a pris quelque chose et ce quelque chose apparaît. Voilà. Et cette image de la toile d'araignée est assez éclairante, je trouve, pour ça. Je vous ai mis cet exemple-là pour commencer, mais aussi pour vous signaler que ce que l'on dit aujourd'hui, à la fois théoriquement et puis de manière un peu plus pratique, vous pouvez le retrouver dans un chapitre d'ouvrage que l'on a coécrit récemment, en 2020, qui est paru dans un ouvrage en français dirigé par nos collègues de l'Université de Lausanne, Mas Donati et ses collègues, qui s'appelle Repères pour l'orientation, et que vous pouvez consulter, et dans lequel vous avez aussi plus de détails sur ce cas de Marc, là, dont je présente quelque chose rapidement, mais qui est détaillé un peu plus dans ce cadre-là. Donc, par exemple, dans les tensions là, identitaires, on va dire, qui apparaissent, par exemple, vous ne voyez pas, mais sur les traits, par exemple, apparaît très souvent le terme d'effort, et on voit bien que cette question de l'effort, c'est de la signification de l'effort comme quelque chose qui relie les formes identitaires dans chacune des sphères de vie, et quelque chose qui est important pour cette personne. Alors donc, pour résumer un petit peu ça, hein, et pour avancer plus sur les aspects théoriques, donc on pourrait résumer ça de cette manière-là. Le dialogue de conseil en life design vise à créer des situations donc, de réflexivité qui mettent en jeu soi-même à travers le langage, mais aussi ce qu'on peut dire de son activité dans des contextes de vie, on pourrait dire, décrit sous l'angle d'un système. Voilà. On peut dire aussi qu'il y a 3 objectifs conjoints dans les dialogues que l'on mène. Il y a un objectif d'exploration donc des formes, du système de formes identitaires subjectives, comme vous avez pu le voir un petit peu. Et puis, il y a aussi, à travers cette exploration, le travail sur ce système de formes identitaires qui se fait à partir de 2 processus que l'on décrit de cette manière-là, un processus qui va viser à consolider le système, c'est-à-dire à créer des significations qui vont consolider une sorte d'armature identitaire qui permet de s'engager dans l'avenir, dans quelque chose dans un projet construit, on va dire. Et puis, un deuxième type de réflexivité que l'on appelle TRIN, que je vais expliquer après, qui fait l'inverse, qui est une remise en question de ce système. En tout cas, un re-questionnement du système et une possibilité de décaler le système, en tout cas de le transformer. Donc, il y a ces 3 objectifs conjoints qui sont mis en place dans ces dialogues. Pour présenter ces objectifs, comment ils se traduisent en termes de processus, je vais utiliser cette image-là, enfin cette catégorisation, on va dire, en 3 points, que j'ai mis 3 temps, mais en fait, c'est des mouvements, hein, ce n'est pas des temps successifs, c'est des mouvements, des mouvements dialogiques ou des mouvements identitaires qui se mettent en place dans le cadre de l'exploration, notamment, et qui sont le mouvement de la cartographie, le mouvement de la découverte dont j'ai un peu parlé, et puis le mouvement de la reprise. Donc, il y a vraiment ces 3 choses-là qu'on peut repérer dans les entretiens. Et je vous ai mis aussi une référence là, d'un ouvrage qui est sorti récemment en 2021, là, qui est sorti il y a quelques mois, et dans lequel, de la même manière, j'ai fait un chapitre, et donc je fais un petit peu de publicité pour cet ouvrage, j'en profite. J'ai fait un chapitre qui explique ça, qui explique cette histoire de mouvements qui se mettent en place dans le cadre de ces dialogues. Alors, d'abord, la cartographie. Si on regarde un peu ces 3 mouvements-là, la question de la cartographie, vous l'avez déjà vu, donc je pense que c'est assez parlant. On va explorer donc ce système de formes identitaires subjectives, donc des moi en tant que construits dans le temps et dans des contextes. Par exemple, là, j'ai mis le contexte familial de l'école et puis le contexte des loisirs, mais il peut y avoir beaucoup d'autres contextes. Et dans ces contextes-là, eh ben, il y a
une représentation de moi, enfin une forme identitaire de moi en tant qu'élève dans le présent, ou bien, et puis futur étudiant à l'université, ou bien ex-élève de troisième ou de quatrième, etc. Donc voilà, il y a une conceptualisation, on va dire, des soi dans différents contextes et organisés dans le temps aussi, et puis qui ont des liens entre eux. Voilà. Donc là, si je présente ça, c'est pour montrer que autour des post-it, vous voyez, ça correspond aux post-it, en fait, autour des post-it, ce qu'on essaye de noter comme information, qui apparaissent dans la discussion, dans le dialogue, c'est les constituants de ces formes identitaires. Quelles sont les caractéristiques qui constituent ces formes identitaires? Et dans ces caractéristiques, c'est ce que vous avez en marron, là, dans les rectangles, il y a des rapports à soi, donc c'est ça qu'on explore. Quels sont, moi, en tant que fille d'eux, fils de fille d'eux, ben, qu'est-ce que j'exprime comme rapport à moi-même, comme représentation que j'ai de rapport à moi-même, de rapport aux objets, de rapport aux autres, d'action et de script d'action, qu'est-ce que je fais, et puis de savoir-faire et d'interaction. Donc, c'est les modalités, en fait, ces caractéristiques-là, ce sont les modalités d'exploration de chacune des sphères et qui vont servir après à la personne à voir, à faire émerger, en fait, le système de tension ou le système de relation ou le système de signification qui existe entre ces différentes sphères. Ça, c'est le premier mouvement, on va dire, de ces dialogues. Le deuxième mouvement, c'est celui de la découverte, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai exprimé un petit peu avant. Et ce mouvement de la découverte, il est vraiment basé sur cette double réflexivité, duel et trinitaire dont j'ai parlé précédemment, et qui se fait de manière conjointe en même temps que l'exploration. C'est en même temps qu'on explore. En fait, la base du dialogue, c'est d'explorer ce système de forme identitaire, et en même temps qu'on explore ce système de forme identitaire, eh bien, on met en jeu, dans ces dialogues inédits, en fait, des modalités de rapport à soi, des questionnements sur soi, des modalités de réflexivité qui ont ce double objectif à la fois de consolider quelque chose et puis de remettre en question autre chose. Donc, la première réflexivité duel, si j'essaye de la définir un peu plus précisément, qui vise la stabilisation du système ou l'ancrage du système dans un projet, on va dire, qui est mobilisateur, on va dire, c'est un mode de réflexion de soi sur soi, un rapport de soi à soi, particulièrement présent et puis projeté, du point de vue d'une forme d'idéal qui pousse à définir et à mettre en œuvre des conduites pour l'atteindre. Donc c'est une manière de se projeter dans un idéal et qui amène à structurer notre système de forme identitaire dans un sens et à le consolider dans un sens pour pouvoir accéder à cette forme d'idéal. La réflexivité trinitaire qui vise, elle, la transformation et qui est conjointe, qui n'est pas opposée, ça forme une dynamique, en fait, ces deux formes de réflexivité forment une dynamique dans les dialogues. C'est un mode de rapport à soi aussi, mais qui est médiatisé, enfin, qui est dialogisé par un tiers, qui peut être soi-même ou qui peut être le conseiller, qui peut être un autre, et qui entraîne, du coup, non pas une consolidation du sens, mais un déplacement de la signification, un déplacement du sens. Alors, le processus en lui-même, on peut le décrire par la phrase que vous avez en dessous, qui est issue notamment, enfin, qui est une reformulation ou qui est une réappropriation des travaux de Peirce et puis des travaux de Francis Jacques notamment, sur le dialogue, sur le dialogisme. Donc je la lis, lorsque tu, alors elle n'est peut-être pas explicite comme ça de manière rapide, mais lorsque tu réponds à je, c'est-à-dire dans un dialogue, je dis quelque chose à tu, donc lorsque tu réponds à je, alors à ce je va s'adjoindre un il, c'est-à-dire moi qui réponds au je. En fait, j'y réponds en y mettant un il, qui est en fait une troisième personne, qu'on pourrait appeler un nouvel interprétant de soi, qui va pouvoir modifier en retour la réponse que je va faire pour la poursuite du dialogue. Donc dans ces tours de dialogue, en fait, à chaque fois, il y a la potentialité d'un déplacement qui est lié au fait que la réponse donnée inclut finalement un autre interprétant qui peut être vu comme un troisième acteur réflexif, en fait. Voilà. Et donc, dans
dans ce déplacement, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience. Donc, dans l'exploration que l'on fait du système de forme identitaire, eh bien, on a ces deux formes de réflexivité qui se mettent en place, et il y a des indices dialogiques, des indices dans la manière de dire les choses, dans le vocabulaire, dans les expressions, qui peuvent laisser penser à ce travail-là de réflexivité, de prise de conscience, de choses qui permettent à la fois de consolider et puis de remettre en question le système dans le sens de la problématique ou de la demande que la personne cherche à résoudre. Ces phrases, c'est par exemple des moments où on voit la personne qui se rend compte de quelque chose, qui dit « mais c'est très clair maintenant, il y a quelque chose que je découvre, qui devient très clair pour moi. Maintenant, voilà, je vois ça, et ça ne m'était pas apparu comme ça, mais je le vois de cette manière-là. » Ça, c'est par exemple ce que je disais tout à l'heure de la toile d'araignée qui attrape quelque chose. Et puis, c'est aussi je me vois bien dans l'avenir, je me vois bien faire ça avec un engagement affectif derrière, ça me ressemble, c'est ça qui me correspond, des choses comme ça qui apparaissent aussi dans le dialogue et qui sont aussi des expressions de quelque chose qui se consolide dans le système. Voilà. Juste pour terminer, si je voulais faire ce troisième mouvement qui est celui de la reprise, après cette découverte-là, il y a une forme de reprise. Donc, si je voulais repréciser un peu ce qui se passe, j'ai pris une petite illustration comme ça qui est un peu ridicule, mais que je présente comme ça. Une personne qui, donc, dans le cadre de ces dialogues, finalement met en place de la réflexion, de la réflexivité duelle, par exemple là, une idéalisation d'un joueur de foot, voilà, quelque chose qui structure le système de forme identitaire dans un sens, et puis des formes de réflexivité trine qui impliquent, on va dire, pardon, je vais trop vite, qui impliquent finalement des autrui, significatifs ou autres, ou le conseiller et autres, qui finalement créent du déplacement dans ce qu'il renvoie à cette personne-là. Et en fait, le travail d'exploration qui se fait autour de tout ça, c'est un travail qui vise à, je l'ai fait comme ça, mais à travailler ces deux formes de réflexivité pour aller dans le sens finalement d'une projection, comme disait tout à l'heure Jean, un temps souhaité, je ne sais plus quel est le terme qui avait été utilisé, mais un temps souhaité, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais en prenant en compte finalement des déplacements dans cette activité. Donc, cette élaboration, ce dernier mouvement de reprise, en fait, ça consiste à élaborer des scénarios sur la base de ce qui a été dit, sur la base de ce qu'on a reçu comme je me rends compte ou je me vois bien, des éléments comme ça, et de les traduire concrètement dans comment ça va se traduire dans ce système de forme identitaire, c'est-à-dire comment ça va se traduire en reprenant les caractéristiques des rapports à soi, des rapports aux autres, des actions, des interactions, des rapports d'objets, en décrivant ce qui change, ce qui reste dans cette logique d'engagement, dans ce nouvel espace de vie ou cet espace de vie revisité. Donc en fait, on part des actions, on part du concret de l'action et puis on revient après sur le concret de l'action. Voilà ce que je pouvais dire des processus psychologiques en jeu, Valérie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jacques. C'était vraiment très clair. On voit bien, je pense, comment se jouent toutes ces activités, toutes ces interactions avec les personnes et comment ça donne à penser. Et c'est le support de transformation identitaire dans le cadre des dialogues. Alors, je me demande si on aurait des questions peut-être, alors peut-être une ou deux, peut-être qu'on y reviendra à la fin s'il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre, on aura peut-être un peu plus de temps. Mais je pense qu'il y a des questions à Jacques sur quelques points que tu as évoqués. Peut-être on peut y répondre tout de suite. Oui, il y a des questions spécifiques effectivement sur ta présentation, Jacques. Donc, une première question est en rapport avec la cartographie. Donc, la personne souhaiterait savoir si la cartographie est un standard à prendre comme référence ou si c'est une forme de modélisation parmi d'autres. Alors, je ne sais pas si la cartographie, ça veut dire ce que j'ai présenté au tout début avec les post-it. Je pense que c'est ça, oui. Oui. C'est-à-dire ton schéma, là. D'accord. Mais non, ouais. C'est pas du tout un standard, c'est une manière de faire, qui est ma manière de faire.
Mais en fait, je pense que les approches qu'on est en train de présenter, elles ont cette caractéristique-là qu'il y a beaucoup d'outils qui existent déjà, je pense, qui peuvent être adaptés, ajustés, utilisés, des outils soit théoriques, soit des outils concrets, quoi, on va dire, hein. Mais il y a d'autres approches théoriques qui peuvent servir aussi de guide dans les entretiens. Donc, c'est pas du tout une manière standardisée de faire les choses. Je crois que chacun, enfin, si vous êtes praticien du conseil, ben, vous avez une pratique qui vous est propre. Et cette pratique qui vous est propre, vous pouvez la transformer, vous pouvez l'ajuster, vous pouvez l'utiliser avec cette logique-là qu'on est en train de vous présenter. En fait, c'est ça l'idée. Il y avait une deuxième question sur la réflexivité trinitaire. La personne souhaiterait savoir si c'est un « il » qui revisite son pouvoir d'agir. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être Jean qui pourrait répondre plus précisément à cette question. Mais ça peut être une bonne formulation, je trouve, comme ça, dite comme ça, ça peut être une bonne formulation, il me semble. Oui. Ouais, Ouais, c'est vrai. je peux dire un mot peut-être, puisque tu me renvoies la balle. En fait, ce qui se passe, c'est ce que j'ai essayé de dire dans l'introduction, c'est que dans le dialogue de conseil en live design, on parle à un inconnu. C'est très important, on parle à un inconnu. Et donc, on est amené à évoquer des situations que souvent on a déjà évoquées ou dont on a parlé avec d'autres personnes. Et le fait de dire quelque chose à propos d'événements, d'expériences, d'actions, d'interactions que l'on a vécues à cette personne inconnue, ça provoque dans l'esprit de la personne des résonances nouvelles. Ça résonne d'une autre façon. Voilà, c'est ça la réflexivité trine. C'est-à-dire, si vous dites quelque chose à propos de vous-même à quelqu'un de votre entourage, vous anticipez quelque chose, une réponse, vous attendez quelque chose, vous visez à provoquer quelque chose. Tandis que là, vous êtes tout le temps dans l'interrogation, mais finalement, qu'est-ce qu'il entend celui-là qui est en face de moi, de ce que je lui raconte? Et donc là, vous êtes dans un dispositif tel que vous êtes en train constamment de vous interroger sur le sens, sur les sens multiples que peuvent avoir votre discours. C'est ça l'idée de réflexivité trine. Ok, merci peut-être beaucoup. je peux prolonger, enfin, si je peux me permettre, je ne sais pas Valérie, je peux juste… Non, je vois l'heure qui tourne. Ah d'accord. Mais peut-être tu peux juste, juste ajouter un petit point. Par rapport à ce que disaient Jean, sur ce qui me paraît aussi important, et ça va aussi dans ce sens-là, c'est le caractère inédit des dialogues. C'est-à-dire que cette curiosité qu'il y a dans le dialogue, où on se pose la question de finalement qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est lié aussi au caractère un peu inattendu, un peu inédit, un peu… voilà, avec la personne, on ne sait pas forcément exactement où on va, et la personne non plus, quand on fait cette exploration. Les choses se décantent petit à petit et se découvrent petit à petit. Et donc, je pense que cette histoire-là, comme disait Jean, finalement de se poser la question de qu'est-ce qui est dans l'esprit de l'autre, il est comment dire, enfin, il s'assoit aussi là-dessus. Voilà. Ceci dit, la question sur la cartographie, je pense qu'elle renvoie au fait que quand on débute dans cette pratique, on a peut-être besoin d'avoir des éléments qui nous permettent de nous représenter le processus. Et donc, je pense que peut-être que ça aide d'avoir ce modèle, même si après, on le fait évoluer en fonction de sa pratique et de ses choix personnels. On va continuer alors justement avec des exemples plus concrets de cas pratiques. Alors, je vais passer la parole à Marilyn et puis après, on prendra d'autres questions si on a du temps. Donc là, on va voir un cas issu de la pratique concrète et comment ça se passe, un peu les remarques, les transformations, qu'est-ce qui est dit par cette personne et qui permet d'observer ces éléments de transformation. Donc, Marilyn.
Oui, Voilà, je te laisse la me parole. voilà. Je vais essayer d'illustrer avec un cas pratique, de donner un peu de consistance à toutes ces belles théories et de voir comment ça se traduit dans l'entretien. Donc, j'ai pris l'exemple des entretiens, j'ai pris mon exemple dans des entretiens que j'ai menés avec Karine, on va l'appeler comme ça. Au début de l'entretien, Karine, elle raconte qu'elle travaille dans le milieu du spectacle depuis une quinzaine d'années, comme administrative, plutôt, différents postes administratifs. Et elle explique qu'après le bac, elle avait fait une année de psychologie, étude qu'elle a reprise plus tard, assez récemment, et que maintenant, elle a validé sa licence et elle formule sa question problème en disant en fait, ça fait à peu près 3-4 ans que je me pose des questions, que je cherche des pistes pour une réorientation professionnelle qui me permettent de dire je commence à être à la place à laquelle j'ai envie d'être dans mon travail. Voilà, c'est sur cette phrase-là que se noue l'alliance de travail. On a commencé ensuite les entretiens avec le schéma habituel des entretiens, en commençant par une première exploration rapide pour permettre à la personne de formuler et puis de prendre conscience de ces grands domaines de vie, ceux dont on parlait Jean et Jacques, les grands domaines qui constituent sa vie, de prendre conscience donc de son système de forme identitaire subjective. C'est un moment de description rapide de ses activités actuelles, des moments importants, ceux qui continuaient à jouer un rôle de son passé, et de ses intentions d'avenir. C'est ce que Jacques appelle le temps de l'exploration. Donc, dans ses activités actuelles, il y a son travail de chargée de diffusion pour une compagnie de clowns. Elle évoque aussi son fils, dont elle s'occupe et qui a orienté certains choix de carrière qu'elle a fait. Elle explique qu'elle a récemment repris ses études de psychologie et elle situe, quand elle le raconte, elle situe cette reprise d'études dans une histoire plus longue qui date de sa première année de fac. Et puis enfin, elle évoque une activité extra-professionnelle pour une association d'alphabétisation qu'elle met en lien avec sa licence de psycho. Dans les moments passés, Karine raconte une période de sa vie d'adolescente où elle a été vivre avec son père. Ses parents étaient séparés. Elle a été vivre avec son père et sa nouvelle famille. Et ils vivaient dans une colocation avec de nombreuses personnes. Et parmi ces personnes, il y avait un couple qui a profondément marqué Karine. Lui, il écrivait son premier livre et elle était comédienne. Et en racontant cette rencontre, elle dit du coup, je me suis dit voilà, je suis très bien là-dedans, ça me plaît beaucoup ce qui se passe, c'est génial, c'est ça, je veux être là-dedans, je veux faire partie de ça. Là, on voit dans cette façon de dire comment elle décrit son idéal à atteindre, comment finalement cette rencontre a dirigé la suite de sa vie, cette réflexivité duel, cet objectif. Et comme c'est en racontant qu'on prend conscience de l'histoire qu'on raconte, ou bien qu'on la construit, elle précise très clairement, évidemment, j'avais aucune conscience de ce que je vivais au moment où je le vivais. C'est après. Et puis, elle parle de ses intentions d'avenir, où elle pose les deux options, soit continuer son travail dans le spectacle. Elle précise que son contrat actuel se termine, qu'elle va changer de statut, qu'elle va devenir intermittente, ce qui n'est pas très confortable puisque c'est précaire, mais qui lui laisse la possibilité de choisir avec qui elle veut travailler. Ou bien alors s'orienter vers la psychologie. Alors là, on attaque le troisième temps des dialogues, c'est-à-dire une analyse approfondie de tous des principaux domaines de vie, de ceux qu'on a choisis, sélectionnés, et des événements importants. Et par exemple, quand à propos de sa forme identitaire subjective de Karine, étudiante en psychologie, la conseillère lui demande de préciser les raisons qui l'ont poussée à reprendre ses études. Et elle répond « Ah c'est une bonne question. Là, c'est un point trouble en fait. Quand j'ai eu envie de reprendre des études, j'étais super enthousiaste.
je savais que ça allait être compliqué pour des raisons techniques ou logistiques, mais je me disais, c'est super, dans quelques années, tu auras le titre de psychologue. Et puis, elle continue à raconter. À la fin de sa licence, c'était un moment douloureux. Elle se demande si elle s'est bien donné les moyens, si elle n'aurait pas dû continuer. Elle dit, je ne sais pas à quel point je ne me suis pas planquée derrière le fait que ça devenait compliqué personnellement. Quand j'y repense, je me dis, mais finalement, quand même, tu aurais pu t'organiser, peut-être. Et puis, elle reprend des raisons objectives. Son fils avait 12-13 ans, il avait besoin d'elle parce que le papa était souvent tourné. Et donc, elle dit, je me disais, au pire, j'attends 3-4 ans qu'il soit à la fac et puis je terminerai mon master à ce moment-là. Puis elle continue, elle dit, puis ce qui est compliqué, c'est que pour les masters, il faut que j'arrête de travailler et ça, financièrement, c'est quand même compliqué. Là, on voit quand même qu'elle discute, elle pèse le pour, elle dit, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu… Et puis, elle relie son expérience bénévole dans l'atelier d'alphabétisation directement avec cette orientation envisagée. Elle dit, quand je l'ai fait, je pensais plus m'y impliquer. Voilà, je m'étais dit, peut-être que je ferai une étude de ce qui se passe dans l'atelier, j'avais des ambitions. Puis après, la réalité m'a rattrapée, c'était pas si bien que ça avec l'équipe. Et finalement, on voit que son expérience professionnelle empêche l'activité d'atelier d'alphabétisation, qui, elle, était là pour soutenir son activité sa réorientation, son activité dans la psycho. On voit les soutiens et les empêchements qui se produisent entre les différentes sphères de vie. Puis parallèlement, elle analyse aussi sa forme identitaire, sa sphère de vie au travail. Et elle raconte différents postes pour lesquels elle a eu plaisir à travailler. Elle analyse la durée de ses contrats, différentes choses. Elle compare les relations qu'elle avait entretenues avec les artistes avec lesquels elle avait collaboré. Elle dit, peut-être que j'ai été très gâtée avant parce que j'étais sur le lieu de création où ça répétait au-dessus, on pouvait faire des allers-retours, il y avait une espèce de porosité entre le lieu de création et le lieu de gestion. Ça me conforte dans le fait que c'est comme ça que j'ai envie de travailler. Et elle compare avec son activité actuelle. Elle dit, là, c'est une dimension qui me manque. Et je l'ai revendiqué, mais ça n'a pas pu se faire. Peut-être que dans une collaboration ultérieure, il faudra que je défende plus. Il faudra que je dise d'entrée, voilà, mon poste, c'est comme ça que je le conçois. C'est pour ça, c'est comme ça que je veux travailler et pour que j'y sois bien. Donc, on voit que les choses évoluent, que finalement, son travail, ce n'est pas le travail dans le spectacle qui la dérange, c'est ce travail-là. Et puis, elle revient alors sur la fin de sa licence. Et elle se souvient qu'en fait, à la fin de sa licence, elle avait fait un stage dans un organisme de formation dans lequel on lui avait fait miroiter une embauche qui n'a pas eu lieu. Et elle se rappelle qu'à la fin de son stage, elle était en fin de droit, dans une situation d'urgence, et elle dit, voilà pourquoi je n'ai pas réfléchi, j'ai certainement pas eu le discours que je peux avoir aujourd'hui, j'ai pris ce qui venait, ce travail-là. Et elle réinterprète son histoire avec la psychologie. Ce travail-là, elle ne l'a pas choisi. Maintenant, il va falloir qu'elle choisisse son travail. Et là, avec la psychologie, elle dit, j'ai l'impression que quand j'ai repris des études, ma priorité, c'était de reprendre des études. J'avais envie de retourner sur les bancs de la fac. J'aurais peut-être pu faire autre chose que de la psycho, mais il y a eu, je pense, il y a eu des choses dans ma vie personnelle qui m'ont poussée à revenir là-dessus. Il y avait son conjoint qui avait des problèmes psycho, son rôle de mère, son entourage, enfin. Et donc, au fur et à mesure qu'elle commence à ressaisir, redonner de l'importance à son travail, on voit que finalement, son expérience de psycho prend moins d'importance. Et ce sont ces moments de réflexivité dialogique, de réflexivité trine, où elle parle d'elle-même, où elle dit, finalement, elle se parle à elle-même. Finalement, tu aurais peut-être pu, je me disais, c'est super, peut-être que… Et tout en parlant à la conseillère, ça aboutit à une remise en cause du récit initial et des réorganisations identitaires. Donc voilà, un exemple de relation d'étayage ou d'empêchement, de domaines de vie, de deux formes identitaires qu'elles peuvent entretenir entre elles et comme leur réorganisation dans l'entretien.
pour terminer avec l'histoire de Karine, à la fin de l'entretien, à la fin des entretiens, elle a eu un entretien d'embauche avec une troupe et elle dit qu'elle a été très cadrante. Elle a dit, c'est comme ça que je veux travailler. Elle était assez étonnée de son propre comportement. Et puis, elle a repris une autre activité, une activité de danse à côté. Et elle se souvient que quand elle était petite, elle avait fait de la danse. Et puis, elle me dit, justement, la compagnie que j'ai en vue, pour laquelle j'ai envie de postuler, pour laquelle je viens de postuler il y a 2 jours, c'est une compagnie de danse. Et puis, elle conclut, voilà, du coup, ça devient rigolo, comme les choses se mettent en lien quasiment toutes seules. Et voilà, l'exemple de réorganisation d'un système de forme identitaire subjective. Puis, à la fin des entretiens, les bénéficiaires expriment souvent un sentiment de cohérence, une réunification de soi. Voilà. Merci Marilyn pour cet exercice qui n'est pas facile, hein, mais de suivre comme ça le cheminement de la pensée de quelqu'un, et bon, c'est vraiment intéressant. On a des questions qui ont été posées, je crois. Il y a pas mal de questions, Oui. surtout sur comment faire finalement, comment mettre en œuvre ce dialogue de conseil quand on débute. Est-ce qu'il n'y a pas de questions qui sont prédéterminées, comme par exemple dans le dialogue de conseil des entretiens de carrière de Marc Savikas, qui a défini des questions. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de questions qui sont définies. Donc, en fait, c'est vrai que je pense que les conseillers qui démarrent se sentent un peu plus dans une situation d'insécurité pour se lancer. Et ce qu'on peut peut-être dire, c'est juste que ce qui est important, c'est d'avoir en tête tout le cadre théorique dont on vient de parler. Après, comment on fait? Chacun peut construire sa pratique, je crois, à partir de cette représentation qu'on peut se faire de comment ça fonctionne, ces dialogues. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ce travail de dialogique? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je vais passer la parole à Marceline pour faire un petit point sur les questions qui sont arrivées, s'il te plaît. Et Oui. je vois que le temps passe. On a encore 5 minutes. Après, Marceline, il faudra que tu nous fasses une petite présentation de l'association. Merci. Oui, on a effectivement plusieurs questions. Des questions sur le temps, des questions sur les techniques, justement, comme tu le disais tout à l'heure. Et puis, des questions pour savoir si ce modèle, il y a plusieurs questions, ce modèle, est-ce que ça s'applique à quel type de public finalement? À des jeunes, des adultes, est-ce que des élèves de secondaire? Voilà, quel âge? Il y a plusieurs questions sur cet aspect et aussi plusieurs questions sur la durée, le temps que ça met. Je peux essayer de répondre si vous voulez. Oui, en quelques mots. Parce que c'est sûr qu'un webinaire d'1 heure, c'est un peu frustrant, on ne peut pas tout dire. Il faudra qu'on en reprogramme un pour aller plus loin, sans doute. Oui. Donc, sur ces questions-là, ce qu'on vient de dire, c'est vraiment une esquisse qui est développée de manière beaucoup plus complète dans l'ouvrage que nous avons publié, dont j'ai mis la couverture ici, hein, Concevoir et orienter sa vie, les dialogues de conseil en live design. Donc, il y a pas mal de questions qui ont été posées. On peut trouver des réponses dans cet ouvrage qui est publié aux éditions Qui plus est. Ensuite, il y avait une question sur la durée et le nombre d'entretiens. Disons qu'au minimum, il faut 3 rencontres et qu'une rencontre, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Mais il n'y a rien de standardisé. Mais à mon avis, on ne peut pas faire moins de 3 rencontres, mais quelquefois, il en faut 4 ou 5. Ça dépend des personnes. Voilà. Et ces rencontres doivent être espacées dans le temps parce qu'il faut que la personne ait le temps de réfléchir à ce qu'elle a pu dire, en parler avec d'autres personnes, etc. Il y avait une question sur l'âge aussi, avec le public. Quels sont les publics les plus jeunes? Quand on a commencé à expérimenter ce genre de méthode, on a travaillé avec des grands lycéens, c'est-à-dire des élèves de 17, 18, 19, 20 ans, jamais plus jeunes, pour une raison bien simple, c'est qu'il faut avoir eu la possibilité de développer des expériences dans différents domaines. Si on a eu ça me paraît difficile à 15-16 ans. On n'a pas essayé, on n'a jamais essayé. Enfin, à ma connaissance, peut-être que certaines personnes ont essayé, mais 15-16 ans, ça me paraît trop jeune. Voilà ce que je peux dire pour esquisser quelques réponses. D'accord.
Ok, donc j'ai vu qu'il y avait effectivement quelques questions sur des possibilités de formation et Valérie, et puis l'idée de poursuivre et d'organiser un autre webinaire semblait avoir un écho aussi auprès de certains participants. Donc, pour nous suivre et suivre nos activités, donc ça, ce n'est que le point de départ hein, d'activités qui vont être développées dans le cadre de notre association. Donc, on a un site web où vous pourriez avoir toutes les informations concernant l'association, les événements. Donc, vous avez vu, il y a une partie événements, une rubrique événements, une rubrique actualité. Et donc, à travers ce site, vous pouvez nous suivre et on va être sur les médias sociaux. C'est pas encore, c'est un projet et ça va être mis en place très prochainement. On aura une page Facebook et peut-être un compte Twitter aussi en fonction de l'évolution de nos activités. Donc, vous pourrez nous suivre là et ici, vous trouverez également dans la rubrique formation, pour l'instant, vous voyez, c'est à venir. On va certainement organiser des formations aussi pour en savoir davantage sur cette démarche. Et vous aurez également des réponses là sur les finalités hein, de cette formation, parce que j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Sur le temps, l'estimation du temps, vous savez, ici, toute une série de vidéos, notamment un entretien très développé sur la démarche avec Jean Guichard, qui présente pas mal d'aspects par rapport à la démarche, les fondements théoriques et aussi ses finalités. Donc, vous pourriez aussi visionner cette vidéo. Et c'est sur ce site que vous pourriez aussi retrouver l'enregistrement du webinaire que nous sommes en train d'animer aujourd'hui. Vous avez une rubrique publication et dans la rubrique publication, effectivement, vous aurez régulièrement des références de toutes les publications qui portent sur ces questions. Vous en avez déjà, hein, Jean Guichard vous présentait l'ouvrage publié par Q+, qui est là, donc, et aussi un certain nombre d'articles que vous pouvez télécharger. Ça sera mis à jour régulièrement. Jacques vous a présenté aussi quelques chapitres que vous pourriez retrouver ici dans cette rubrique. Donc, aussi, vous pouvez devenir membre, membre de l'association. C'est vraiment ouvert à toutes les personnes qui sont intéressées à s'intégrer dans cette démarche. Hein. Il y a quand même quelques conditions. Donc, vous trouverez ici toutes les propositions et aussi, hein, vous pourriez télécharger les statuts et règlements de l'association qui vous donneront plus de précision sur les conditions de devenir membre. Ici, vous avez déjà quelques informations et vous avez un formulaire que vous pourriez remplir. Bon, je vois qu'il est déjà 30 heures. Donc, en tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez où nous retrouver sur le site web et ensuite, à partir du site, vous pourriez nous suivre sur les réseaux sociaux quand ça serait disponible. Merci Marceline. Donc, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Merci aux intervenants. Merci à tous les participants d'être venus nous écouter. On espère pouvoir donc reprogrammer un webinaire pour aller plus loin en fait, dans la démarche. Et puis, bien sûr, on est là pour répondre à vos questions, pour tous les contacts que vous aimeriez avoir avec nous, l'association, pour en savoir plus, etc. On est disponible, évidemment. Merci à tout le monde et puis bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.